D'abord, merci pour cette invitation. Merci aussi de me permettre d'exprimer ce que sont les ressentis d'un membre de la CNAC, en sachant que j'ai un exercice assez contraint sur le plan strictement personnel, c'est que j'ai à la fois le devoir de réserve du fonctionnaire et puis la particularité du membre de la CNAC qui n'est pas habilité à s'exprimer sur le fonctionnement interne de la commission. Mais étant à un mois de ma fin de mandat, je crois que je vais m'autoriser quelques libertés, si vous le permettez. Alors, d'abord, juste pour que, ça c'est un souci déontologique, je pense que nous avons tous, mais particulièrement étant membre d'une instance comme celle-là, je tiens à dire, que je ne me suis jamais trouvé en conflit d'intérêts avec des personnes qui étaient parties à un contentieux ou un pré-contentieux, comme on dit, devant la CNAC. Mais je veux aussi, par sincérité à votre égard, vous indiquer vraiment en quelques mots qui je suis, parce que ça a évidemment une incidence sur le regard qu'on peut porter sur l'activité de la CNAC. Moi, j'ai été dans mon passé maire d'une ville de 20 000 habitants en région parisienne, qui s'appelle Longjumeau, maire pendant 12 ans, conseiller départemental, ancien directeur d'établissement public de coopération intercommunale, inspecteur général donc, au ministère depuis 2008, membre de la Commission nationale d'aménagement commercial depuis 2012. J'ai quitté à ce moment-là l'autorité environnementale nationale du CGEDD, donc c'était la partie de ma carrière qui me portait sur l'environnement. Et je reviens dans le monde de l'environnement depuis 6 mois en présidant ce qu'on appelle la MRAE, Mission régionale d'autorité environnementale, donc l'autorité environnementale de la région Île-de-France, donc qui me conduit à voir toute une série de projets peu commerciaux d'ailleurs, mais qui évidemment impactent sur ma lecture des événements. Voilà. Et puis pour terminer le tableau, pardon d'avoir été, d'avoir procédé ainsi, vous dire également que je suis membre du comité qui, j'ai oublié son nom, mais qui répartit les subsides du fonds Friche. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on est dans le sujet d'un bout à l'autre. Alors, j'essaye de passer, voilà. Quelques mots très rapidement. Je vais aller très vite sur la première partie parce que ce sont des choses qui ont déjà été en partie évoquées ce matin. Rappeler que la régulation se fait à 2 niveaux et depuis longtemps, c'est DUC, c'est DEC, c'est DAC maintenant, et que les commissions ont connu des modifications relativement sensibles depuis 5 ans. Alors, avec le renforcement très sensible de la place des élus au sein de la Commission nationale d'aménagement commercial, puisqu'ils représentent maintenant un tiers, enfin un peu plus que ça, mais juridiquement un tiers. Et puis, donc la présence, on l'a rappelé tout à l'heure, à titre consultatif de 3 nouveaux membres parmi les élus et les personnes qualifiées des CDAC. Vous dire également que, parce que j'appartiens à un corps d'inspection, alors qui n'est pas une inspection générale comme cela a été dit ce matin, mais c'est un conseil général. Donc un conseil général, c'est la fusion de 2 types de structures, une inspection générale et une activité de conseil et d'expertise auprès du gouvernement. Et en fait, donc j'appartiens à cette structure qui a eu notamment l'occasion de travailler et d'élaborer un rapport conjoint avec l'inspection générale des finances il y a quelques années, qui a fait relativement référence sur plusieurs sujets et qui évoquait également la notion de commission régionale, donc d'aménagement commercial, un peu en pendant en quelque sorte de la montée en compétence des régions dans le domaine économique avec la planification régionale, qui est le SRADET. Voilà, alors très rapidement, sans rentrer dans le détail, parce que vous connaissez ça parfaitement, la composition, donc je l'ai rappelé, des CDAC a un peu évolué récemment, mais surtout ce que je tiens à signaler, c'est la part des décisions des CDAC qui sont favorables et défavorables au projet. Alors, c'est une constante depuis très très longtemps. Les CDAC, on les baptise souvent chambre d'enregistrement, mais ce n'est pas totalement erroné comme
comme image, malheureusement. Elles sont encore aux derniers chiffres qui datent de 2019. Nous n'avons pas de ceux de 2020, ils ne sont pas consolidés à ce stade. Nous avions 85% des décisions des CDAC qui étaient favorables au projet et donc 15% défavorables. Si on regarde en termes de nombre de mètres carrés, bon, on est un peu moins haut en pourcentage du nombre de mètres carrés autorisés, puisque c'est 79% des mètres carrés demandés qui ont été autorisés en 2019. C'est une diminution sensible en pourcentage par rapport à 2015, on était à 87%, mais ça reste à un niveau très élevé. Alors ce niveau, on peut toujours jeter l'opprobre sur les élus. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'encore une fois, moi j'ai été 30 ans de ma vie élu, mais pour avoir pratiqué les CDAC comme maire et les avoir pratiqué aussi, enfin avoir pratiqué la période pré-CDAC comme maire, en gros la période où on s'appelle, nous membres de la CDAC, pour convenir des positions à tenir. Bon, on sait que c'est l'objet d'un grand marchandage politique, pardonnez le terme, mais je préfère être très direct et très franc, je pense que ça facilitera la compréhension. Bon, voilà, c'est ainsi. Alors, certains élus expliquent ce taux de réussite en CDAC par le fait que le maire et le porteur de projet ont beaucoup travaillé ensemble et qu'ils arrivent à un projet qu'ils considèrent comme relativement achevé. Bon, je pense qu'il y a d'autres raisons et quand on examine ce que nous faisons vraiment systématiquement, les procès-verbaux des commissions, on se rend compte que bien souvent, enfin la plupart du temps, on fait peu de droit dans ces commissions. On est plutôt sur des équilibres, sur des considérations principalement liées à l'emploi. Ou bon, d'aucuns disent que c'est une forme de négociation entre les élus qui prédomine. La Commission nationale d'aménagement commercial qui intervient en appel, vous le savez, alors est composée de 12 membres, de 4 membres des grands corps, donc Conseil d'État, Cour des comptes, Inspection générale des finances et Conseil général de l'environnement et du développement durable. Nous avons 4 personnalités qualifiées, donc 2 désignées par les présidents respectifs de l'Assemblée nationale et du Sénat, et 2 par les ministres de l'urbanisme d'un côté et de l'économie de l'autre. Et puis nous avons, ça c'est la nouveauté depuis quelques années, depuis 5 ans, 4 élus qui représentent les régions, les départements, les intercommunalités et les communes, et qui jouent un rôle non négligeable au sein de la commission. Et si l'on totalise l'ensemble des élus présents, puisque l'Assemblée nationale et le Sénat sont représentés par des élus, dans la mandature actuelle, donc, qui se termine d'ici un mois, nous avons une députée, qui est alors la vice-présidente à mes côtés, qui représente l'Assemblée nationale, et un sénateur qui représente le Sénat, qui sont tous les deux élus locaux, enfin, qui ont ce parcours bien souvent au Sénat et de temps à autre à l'Assemblée nationale, d'être ou d'avoir été élus locaux. Donc, ce qui veut dire que vraiment formellement aujourd'hui, la Commission nationale comprend en son sein une majorité d'élus, parce que, si on veut bien considérer que moi je l'ai été longtemps, voilà, très concrètement, et le dispositif de nomination conduit à ce qu'on ait 6 élus au moins. Donc, si j'étais un peu trivial, je dirais que les élus ont pris le pouvoir. Alors, ce n'est pas totalement faux d'ailleurs, parce que quand vous regardez la colonne de droite, le Conseil d'État présidait de droit jusqu'en 2015 la Commission nationale. La Commission nationale, après la loi ACTPE, donc a été confiée à la collégialité, puisque c'est elle qui a élu son président. Le premier président élu, il se trouve que c'est encore un membre d'un grand corps, c'est un membre de la Cour des comptes, Michel Valdiguier, et qui avait surtout, et c'est en ça que c'est intéressant à examiner aujourd'hui, il avait surtout aussi la qualité d'ancien maire adjoint de la ville de Toulouse, donc il était un peu entre les deux mondes. Et l'élection du président en 2018 a conduit à ce qu'un haut fonctionnaire, il est professeur d'université parisienne, mais surtout maire de Mont-Saint-Vincent, Jean Girardon, ait pris les commandes au titre de l'Association des maires de France, c'est pour cela qu'il est présent à la CNAC. Donc c'est un maire maintenant qui préside la Commission nationale. Alors,
Rapidement sur les décisions pour en voir un peu à la fois le sens et le nombre. L'année dernière, donc enfin l'année dernière, le dernier rapport d'activité précisait que 240 décisions ont été prises en 2019 par la Commission nationale d'aménagement commercial. Il faut les rapporter aux 939 décisions des CDAC, donc ça veut dire que 29 à 30% des décisions, enfin, des projets qui sont présentés en CDAC montent en quelque sorte jusqu'à la Commission nationale dans le cadre des recours. La Commission nationale en 2019 a validé 55% des projets, mais si on se situe en termes de nombre de mètres carrés autorisés ou non autorisés, elle a plutôt fait le choix de refuser donc de grands projets, puisque 57% des mètres carrés demandés ont été refusés. Alors, c'est une tendance qu'on constate là, c'est-à-dire qu'il y a plutôt un durcissement, en quelque sorte, de la position de la Commission si on regarde sur une quinzaine d'années. Elle est plus sévère, elle est plus exigeante, et les dossiers sont donc, si on était un peu trivial, en gros à 45% validés, donc il y a davantage de dossiers validés, mais en termes de mètres carrés, c'est plutôt le refus qui domine. Notons quand même que la Commission nationale examine des projets plus importants. L'année dernière, c'était 3263 mètres carrés de moyenne, alors que les CDAC ont en moyenne des dossiers qui représentent 2002 mètres carrés, si on veut être précis. Alors, les chiffres sont ceux de 2019. Je me suis aventuré à essayer de trouver les chiffres de 2020 et la DGE a bien voulu me donner cette indiscrétion parce que nous avions ce rendez-vous aujourd'hui. Les chiffres de 2020 montrent plutôt un renversement de tendance avec un renforcement du nombre de mètres carrés autorisés, puisque en l'état actuel, sans que tous les comptes soient certifiés à ce stade, on serait à peu près à 53% de mètres carrés autorisés. Bon, ça veut dire qu'il y a eu soit une évolution dans la pratique de la CNAC, soit une évolution dans la qualité des projets, j'en reparlerai tout à l'heure. Ce qu'on constate en 2020, c'est un effondrement du nombre de dossiers déposés, puisqu'on est au moins à moins 40% par rapport à l'année précédente, ce qui est considérable, évidemment. Les projets examinés en commission sont pour 51%, pour 53% des créations et 45% des extensions, ça c'est un point important, mais la Commission valide davantage les projets d'extension, à 63% d'entre eux, et ne valide les créations qu'à 51%. Voilà, alors la régulation aujourd'hui, elle se fait d'abord par des éléments de procédure évidemment qui sont importants. L'irrecevabilité des dossiers, ça représente à peu près 5% des dossiers qui nous arrivent. De la même façon, les autosaisines donc de projets excédant 20 000 m² et qui ne font pas l'objet d'une saisine par soit en raison d'un vote défavorable en CDAC, soit parce qu'un tiers veut le contester, ce projet, eh bien, nous en avons reçu 12 autosaisines l'année dernière, donc 5% des projets. La procédure d'autosaisine a été créée assez récemment, notamment en raison de, j'allais dire, de l'émoi de l'opinion publique, mais pas que ça, que de grands projets, alors le plus emblématique, ça a été le millénaire à Aubervilliers, mais avaient pu être présentés avec des impacts environnementaux sans que la Commission nationale n'ait eu à en connaître. Donc c'est le législateur qui a décidé de les soumettre nécessairement à la Commission. La procédure qui est utilisée dans la Commission est une procédure de contradictoire que j'appelle plutôt partielle, dans la mesure où le porteur de projet est informé de l'ensemble des échanges entre les parties. Les avocats des requérants, eux, n'ont pas connaissance des réponses apportées avant l'audience par le porteur de projet à leur recours. Donc ce qui est un peu fâcheux, moi je trouve, dans la procédure, mais c'est ce qui est admis par le Conseil d'État. Donc
c'est la règle qui s'impose. Alors, la particularité donc de l'examen en commission, en 2 mots, c'est le secrétaire de la commission qui présente le dossier. Nous recevons ensuite, en général, les requérants. Donc, ce sont soit les enseignes, soit et avec leurs avocats. Ensuite, il y a une partie d'audition des élus concernés. Alors, soit les élus seuls, soit les élus avec les porteurs de projets, quand ils s'entendent bien, que nous ne voyons pas de coin à enfoncer entre eux. Non, je blague, mais c'est en général assez utile quand même d'essayer d'entendre les uns puis les autres pour bien déceler le projet de territoire qu'un élu peut nous présenter et bien comprendre le projet de l'investisseur de l'autre. On a trop vu, là aussi sans rêver de grand succès, mais on a trop vu de maires venir devant la Commission nationale et de lire un document, et en filigrane, on apercevait l'entête d'une enseigne quelconque. Enfin, elles étaient nombreuses à procéder de la sorte, donc bon, tout ça n'a pas grand intérêt quand on ne peut pas déceler le projet de l'un ou de l'autre. Voilà, ensuite, le commissaire du gouvernement rend un avis, donc c'est un haut fonctionnaire de Bercy, qui passe quelques minutes à la fois à expliquer les avis des ministres et puis à donner son avis et son analyse de la situation. Et puis la commission délibère dans les minutes qui suivent, et le sens de l'avis est mis en ligne le lendemain matin, et l'avis est rédigé dans les 15 jours qui suivent et mis en ligne dans le mois suivant la séance. Voilà, alors les critères retenus, on les a déjà largement balayés ce matin sur la recevabilité. Je révoque ces points-là rapidement. Donc le premier regard quand un dossier arrive, c'est sa recevabilité évidemment, la complétude, la vérification de la zone de chalandise. C'est l'examen de la compatibilité au SCOT. Cela a été évoqué tout à l'heure, c'est effectivement le premier point par Dominique Moreno. C'est le premier point qu'on examine, et nous verrons que ça n'est pas simple. Et ensuite, nous procédons à une analyse multicritère sans pondération prédéfinie, puisque la pondération va arriver au fur et à mesure de l'examen du dossier. Les critères, vous les connaissez, hein, donc le SCOT étant le premier finalement, et la compatibilité du projet au DO du SCOT ou aux OAP du PLUI sont effectivement des questions importantes pour nous. Alors des questions importantes, mais avec la difficulté d'interprétation que je souligne en permanence, c'est-à-dire que même si la plupart maintenant des territoires qui accueillent des projets sont couverts par des SCOT, objectivement, la question de l'interprétation des SCOT au regard des enjeux d'un projet d'aménagement commercial, cette lecture, cette compréhension de ce que sont les orientations et la façon dont elles s'appliquent est très complexe pour nous, parce que pour en parcourir vraiment très très souvent les pages, je veux dire qu'on trouve à la page 27 une orientation qu'on croit vraiment être très structurante, et puis à la page 45 on trouve quasiment l'opposé, et à la 67 quelque chose de tellement évanescent qui nous permet de dire que c'est oui ou c'est non, et de toute façon ça passera. Bon. Donc on a vraiment cette difficulté d'interpréter, avec dans notre méthodologie une difficulté particulière, qui est que l'instruction des dossiers de la Commission nationale d'aménagement commercial, cette instruction se fait à Bercy, donc de fonctionnaires qui sont plutôt des fonctionnaires ayant un passé, on va dire, économique, hein, ils relèvent de la direction générale des entreprises, bon, et que leur connaissance en matière de jurisprudence, de droit de l'urbanisme, de capacité à interpréter les SCOT n'est peut-être pas des meilleurs, pour le dire comme ça. Et puis on voit bien que des SCOT ont eux-mêmes fait le choix de jouer un peu les filets de pêche ou les filets dérivants, c'est-à-dire, c'était très bien expliqué par Dominique Moreno tout à l'heure, qui disait que l'aménagement commercial nécessitait de la souplesse. Bon, je crois qu'il y a des SCOT qui utilisent à merveille cette qualité, puisque, encore une fois, on a beaucoup de mal à s'accrocher à eux. Donc on peut quasiment dire que la plupart des projets sont compatibles avec les SCOT, parce qu'on n'arriverait pas à démontrer le contraire, enfin, à justifier quelque chose qui puisse juridiquement asseoir l'idée qu'on est totalement antagoniste. Alors, il y a des SCOT qui sont tellement précis, même dans leurs orientations générales, que parfois on ne se pose pas la question. Ça a été le cas très récemment sur le SCOT du Pays de Lorient, où il était très clairement marqué plusieurs orientations, que l'aménagement commercial ne pouvait se faire que
dans les centralités et dans les ACOM. Et alors là, bon, c'était vraiment une règle d'airain. Donc, dans un avis Carvignac du 18 janvier dernier, on a retenu cette conception pour invalider, enfin, pour ne pas donner l'autorisation à un projet. Mais bon, voilà, la difficulté est quand même très souvent d'interpréter ces documents avec ce qui était mentionné tout à l'heure, les seuils de mètres carrés de surface de vente, qui sont aussi un élément de complexité. Et puis, on a des SCOT qui sont assez originaux. On avait sur la commune de Carpiquet, dans le Calvados, un SCOT qui expliquait qu'on pouvait s'installer dans telle zone si on relevait d'une architecture de grande qualité et d'une référence HQE en termes d'environnement. Donc là aussi, c'est intéressant comme conception, et nous avons été tentés de suivre les élus dans cette prise de position, s'en remettant quand même à leur sagesse. Et on regarde toujours ce que le représentant du syndicat mixte qui a élaboré le SCOT dit lors des commissions d'aménagement commercial de niveau départemental. Les familles de critères, vous le savez, ont été très évolutives depuis la LME de 2008, en passant par ACTPE en 2014 et la loi Elan en 2018, avec l'essentiel des apports donc, dans ces deux dernières lois. Je vais y revenir en matière de critères. Nous verrons que l'essentiel d'ailleurs des critères porte sur la première famille des éléments à prendre en compte, qui est l'aménagement du territoire. Je pense qu'il y a là effectivement les conséquences de la Révisère et de la politique d'aménagement des centres-villes notamment, qui a été largement évoquée ce matin. La deuxième famille de critères, donc le développement durable, n'a pas connu beaucoup d'évolution entre ACTPE et la loi Elan, si ce n'est qu'on rappelle la question des gaz à effet de serre. Et la dernière partie, la protection des consommateurs, n'a pas évolué du tout. En revanche, la loi Elan a prévu les aspects notamment d'analyse d'impact, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure parce qu'ils me paraissent extrêmement importants aujourd'hui dans le sens des décisions de la Commission nationale. Sur l'aménagement du territoire, donc nous avons une série de sous-critères: la localisation du projet, la consommation économe de l'espace, l'animation de la vie urbaine, rurale, etc. Et les effets du projet sur les transports et donc l'accessibilité du projet globalement, et sa contribution à la préservation, à la revitalisation du tissu commercial. Je devrais presque m'en arrêter là parce que le dernier critère, sous-critère, qui est intitulé donc les coûts indirects supportés par la collectivité, n'est quasiment jamais renseigné, ce qui, à mon avis, est un vrai problème. Et je subodore quand même que cette question connaîtra une évolution dans les décisions de la CNAC, puisque, je vous l'exprimerai tout à l'heure, elle est en train plutôt d'élargir les critères qu'elle utilise pour justifier notamment des refus. Il me semble que ce critère-là devrait être mieux pris en compte dans l'avenir. La localisation du projet et son intégration urbaine. Alors là, vous avez deux exemples. J'ai essayé de mettre quelques photos là où j'en avais pour essayer d'illustrer un peu. Il me paraissait simplement dans le texte. Ce critère qui donc a été abordé et apporté par ACTPE est intéressant parce que il apporte deux notions, me semble-t-il. Celle des déplacements générés par le projet, et cette acception en quelque sorte va autoriser toute la logique des flux domicile-travail, des flux entre le commerce et la zone d'habitat, et c'est évidemment un élément important que nous allons prendre en compte. Après, il y a la volonté de s'insérer le plus possible dans l'urbain. On a l'habitude, par exemple, des Lidl, qui sont ces formats monopentes stéréotypés. On le voit là, et c'est à Troyes, Lidl arrive à s'implanter en centre-ville en gardant un bâtiment de forme industrielle, enfin, qui était un bâtiment industriel à l'origine, et en épousant les formes en question. Et bon, nous sommes évidemment très sensibles à cette idée à la fois d'intégration, puisqu'on est sur le critère d'intégration urbaine, d'intégration dans l'urbain constitué, mais également dans le souhait de ne pas venir plaquer des stéréotypes, on le verra tout à l'heure, sur les questions d'insertion architecturale et paysagère. L'intégration urbaine, nous la percevons comme le refus du mitage,
le refus de cet éparpillement urbain qu'on a vu souvent, notamment le long des axes, qu'on a vu aussi dans des logiques de captation de flux, c'est-à-dire que la prédominance de l'argumentation était vraiment l'idée de se mettre sur un rond-point, sur une nationale ou autre, et un peu indépendamment de ce qui est autour. Le critère d'intégration urbaine, donc, il est aussi la notion de comment va-t-on traiter de ces centres urbains qui se dégradent. Et alors, parmi les dégradations, on en connaît beaucoup, hein. Il y a la notion de concurrence entre la périphérie et le centre-ville. Il y a aussi ce que l'on cherche, nous, dans les projets, c'est de bien voir quels vont être le lien, enfin, ou les liens entre le projet et la ville, entre le projet et le quartier. Est-ce qu'on incite à des déplacements à pied? Est-ce qu'il est facile d'accès pour les personnes à mobilité réduite, par exemple? Est-ce que le projet va constituer une polarité, va contribuer à l'émergence d'une polarité urbaine? Par exemple, quand on a un quartier en création, est-ce qu'il va contribuer à la redynamisation d'un secteur? Parce que parfois, ça peut devenir une locomotive tout à fait intéressante pour un quartier. Et puis, on va également regarder la mixité fonctionnelle, parce que ça, c'est aussi un élément d'intégration urbaine, pardon, c'est un élément, un indice en quelque sorte de celle-ci. Et puis, nous sommes vigilants sur les transferts de commerce. On a pas mal de petits commerces, par exemple, d'Aldi, de Lidl ou autres, qui quittent des centres-villes pour aller en périphérie, allant chasser notamment les flux et essayant d'avoir des parkings conséquents. C'est vrai qu'en centre-ville, ils ont en général un parking de 20 ou 30 places, là où ils en auraient 120 à l'extérieur. Donc on regarde particulièrement les effets de ces translations qui sont relativement fréquentes maintenant. Les projets en ZAC et ZACOM, donc sont plutôt des éléments qui constituent un indice favorable à l'intégration urbaine, en sachant que nous avons un regard sur d'anciennes ZAC, par exemple des ZAC industriels qui n'auraient pas trouvé matière à remplissage en quelque sorte, et qui finalement permutent et vont faire du commerce là où le commerce était vraiment très accessoire au départ, même s'il avait été imaginé. Parfois, c'est simplement des zones logistiques qui mutent en l'absence de clients, et évidemment, l'étude d'impact qui a été faite initialement ne porte pas les mêmes conséquences lorsqu'elle elle est prévue pour de la logistique que des flux très intenses de clients, notamment le soir. Les espaces agricoles, pardon, la phrase n'est pas terminée, mais les espaces agricoles, c'est essentiellement sur les terres cultivées et puis sur tout ce qui fait l'objet de compensations. Je vais y revenir dans quelques instants. La consommation économe d'espace est donc un des critères, avec dans la même phrase la notion du stationnement qui est ramenée. Donc, on le sait, la loi ACTPE a apporté cette dimension. Il s'agit d'interpréter essentiellement la densité des projets et puis la consommation particulièrement vue pour ce qu'elle est sur des espaces agricoles ou des espaces naturels. Évidemment, tout ça est à mettre en lien avec le coefficient de la loi Allure de 0,75% de la surface de plancher. Alors, cette consommation, nous, ce qu'on regarde particulièrement, c'est le fait. Alors, évidemment, la circulaire du Premier ministre incitera les préfets à être très regardants là-dessus, et la loi climat et résilience va contribuer aussi à ce regard, à ce nouveau regard. Mais ce qu'on regarde, c'est particulièrement, est-ce que le projet reste dans l'enveloppe existante? Est-ce qu'il reste sur des surfaces artificialisées? Auquel cas, c'est clairement un bonus. S'il vient consommer des espaces verts ou naturels, d'abord, il faut vérifier que le projet a nécessairement besoin finalement de cette consommation, parce que dans certains cas, c'est possible, mais on regarde la qualité des sols sur lesquels il va s'implanter. Est-ce que ce sont des cultures intensives, des prairies, des bois, et finalement la qualité des milieux récepteurs. La logique de compensation. Alors ça, c'est un élément un peu nouveau, me semble-t-il, dans les décisions, dans les délibérations de la Commission nationale. Cette notion a notamment émergé dans une décision très récente du 18 février dernier, qui s'appelle Sainte-Marie-des-Champs, commune du Calvados, où on est venu vraiment
calqué en quelque sorte la notion qu'on connaît bien en droit de l'environnement de l'éviter, réduire, compenser, hein, la directive européenne. Cette notion est maintenant reprise, elle a été reprise à plusieurs reprises cette année, en 2021, dans les délibérations de la CNAC, pour soit signifier que la compensation apparaît insuffisante, soit pour la remarquer lorsqu'elle existe ou en décrire l'aspect qualitatif ou non. Donc ça, c'est un point important. Le niveau d'imperméabilisation est évidemment pris en compte. On considère en général, pour vous donner quelques repères, qu'au-dessus de 50%, on va dire 50 à 60% d'artificialisation d'intérêt naturel, on est vraiment en limite de l'exercice et qu'on ne répond plus aux critères sur ce point-là. Donc c'est la recherche d'une sobriété foncière. Ce qui est le plus couramment admis, c'est quand même des projets qui sont aux alentours de 50 à 60%, mais nous avons censuré encore assez récemment un projet dont la surface de vente représentait 10% de l'emprise du terrain. Donc c'est pour vous montrer là aussi le curseur placé par la CNAC. Le regard est aussi posé sur le stationnement, les infrastructures, les superstructures, donc en sous-sol ou en élévation, la mutualisation du stationnement, son dimensionnement, qui est important. Évidemment, nous regardons, quand un porteur de projet nous indique par exemple qu'un projet est très bien desservi en transport en commun et que malheureusement il prévoit 120 places de stationnement qui correspond à l'équivalent en milieu rural sans transport en commun, on a des raisons de s'interroger sur le projet. Je vais aller vite parce que je vois que l'heure tourne. Les effets sur l'animation de la vie urbaine. Alors là, c'est particulièrement un critère qui prend de l'importance pour dire que la préservation des centres-villes, depuis la Révisaire, mais même avant, était vraiment un des points importants. On regarde la taille des cellules commerciales. Nous sommes très exigeants sur la connaissance des enseignes parce que dans certains cas, ça permet quand même de mieux comprendre quel est le risque de dévitalisation du commerce. Nous prenons en compte le taux de vacances commerciales, la complémentarité apportée au tissu commercial existant. Est-ce qu'on vient en choc de concurrence ou est-ce qu'on trouve justement les éléments de complémentarité qui vont bien? Et puis évidemment, tous les dispositifs un peu exceptionnels d'aide au commerce local, le FISAC quand il existait, et les programmes de rééquilibrage, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, les opérations de centre-bourg. On s'est référé dans une décision très récente de Moissac, le 18 février également, à l'opération de centre-bourg engagée par la région Occitanie pour justement expliquer la fragilité d'un centre-ville. Depuis un mois et demi, la CNAC est en train d'évoluer vers le regard des cumuls. On le verra sur le droit environnemental, sur les cumuls des impacts, on dirait en droit environnemental, mais on regarde le cumul des dispositifs lorsque plusieurs projets sont situés dans la même zone et que, évidemment, chaque porteur de projet vient avec son propre projet. Nous avons, dans une décision Saint-Amand-Moron du 4 février, précisé le besoin de pratiquer une analyse de cumul d'impact. Et puis, bon, je pense que c'est évidemment le critère qui monte énormément. J'allais dire que presque une décision sur deux en ce moment relève de ces mécanismes liés à l'animation de la vie urbaine. C'est quelque chose que nous n'avions pas les années précédentes. Sur les flux de transport, pour aller plus vite, les flux de circulation, donc c'est le risque de saturation, c'est les capacités encore existantes et constatées du réseau, c'est la primauté que donnerait le projet à la sécurité routière, ou au mode actif, on regarde les parts modales, donc on examine le pourcentage de véhicules particuliers, de transport collectif, de mode doux, pied ou à vélo, etc., pratiqués. Et en fonction de ça, c'est vrai que ça permet de savoir si nous répondons aux critères de la loi. En cherchant à sortir des stéréotypes, ces deux photos montrent, c'est à Montpellier, vous voyez ce monsieur avec des planches. Juste en face, on a un Leroy Merlin, je crois, ou un Castorama. Et j'ai vu à plusieurs reprises les personnes employer le tramway pour aller faire leurs courses avec des éléments assez pondéreux. Bon, voilà, donc c'est possible, on arrive dans un certain nombre de cas. Et le patron national d'IKEA m'expliquait lors d'un échange en commission nationale que 50% des clients qui rentrent dans un IKEA sortent sans rien y acheter. Bon, donc c'est intéressant de savoir qu'il ne faut pas forcément associer grande enseigne à besoin
véhicules lourds ou de pondéreux. La pratique n'est pas tout à fait celle-là. Dans les critères retenus par le législateur, donc le développement durable, je vais passer relativement vite parce que c'est vraiment une approche très liée au droit de l'environnement. Donc l'imperméabilisation, qu'on regarde d'une autre façon avec les noules d'infiltration, les toitures végétalisées, les questions de performance énergétique des bâtiments, avec le recours à la RT 2012 jusqu'à présent, bientôt la nouvelle réglementation, et avec parfois des petites erreurs de la CNAC qui a assez souvent considéré, mais je crois que j'ai fini par réussir à convaincre, que les labels HQE ou BREEAM ne sont pas des labels qui traitent de la performance thermique, mais d'autres considérations. Donc je pense que cela, on les oubliera. Mais voilà, la réglementation thermique va être un élément prépondérant aussi dans les décisions de la CNAC. Et la préservation de l'environnement, j'y reviens pas sur les zones particulières. L'insertion paysagère et architecturale, donc ça c'est aussi un critère qui est rentré de par le législateur et la loi CTPE, avec deux notions sur lesquelles je voudrais insister quelques instants parce qu'elles sont importantes, tout simplement parce qu'on s'y réfère de plus en plus. L'insertion paysagère, c'est la façon dont le porteur de projet va décoder le paysage. C'est-à-dire va apporter une lecture des éléments de morphologie, d'histoire, de vécu du paysage. Ce sont des éléments matériels. Ça s'apprend à lire un paysage. Or, dans la plupart des dossiers, le porteur de projet n'a pas fait cet effort. L'insertion architecturale, c'est plus simple. Ça consiste à souvent essayer de dissimuler le projet alors que le commerce cherche au contraire à le faire voir. Donc c'est aussi la façon dont nous portons un regard sur la façon dont, par exemple, les architectures stéréotypées bien connues de certaines enseignes de commerce alimentaire, notamment de deux enseignes venues d'Allemagne, plaquent donc le même type de magasin quel que soit l'endroit. Et c'est vrai que la commission, en utilisant les critères de la loi, est assez vigilante sur ce point-là. Elle a évoqué dans deux décisions récentes le caractère massif de bâtiments pour notamment décrier des boîtes à chaussures. Et dans une décision très récente du 18 février dernier, Saint-Christol-les-Alès, elle a commencé à faire sortir une notion qui est dans la loi mais qu'on exploitait peu jusqu'à présent, qui est la notion de racine locale. Donc de recherche finalement dans l'insertion architecturale à regarder, à ressembler à ce qui est autour. Et c'est une évolution importante. Les nuisances sont vues du côté nuisances visuelles, sonores, ou le risque d'atteinte à l'environnement, qui peut se trouver sous plusieurs formes. Je n'y reviens pas, on peut, si vous le voulez dans les questions, les traiter. La protection des consommateurs, donc cette troisième famille de critères, l'accessibilité, la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, la variété de l'offre et les risques. Je vais aller rapidement sur l'accessibilité, on a vu l'essentiel. C'est la proximité des quartiers, notamment des quartiers de politique de la ville. C'est le lien entre habitat et commerce, la question des mouvements pendulaires et les habitudes de consommation des populations. Donc l'idée, c'est vraiment, depuis 1 an et demi, le commerce alimentaire doit être dans une zone d'habitat. Pour qu'il ne soit pas dans une zone d'habitat, il faut soit qu'il soit en extension d'un commerce existant, soit il faut vraiment justifier un futur projet de zone comprenant une dominante habitat pour permettre son implantation. Et puis d'autres considérations sont prises en compte, je passe vite compte tenu de l'heure. La contribution du projet à la revitalisation, là j'ai mis quelques photos du centre-ville de Saint-Brieuc. C'est vrai que notre sensibilité à ces commerces qui sont fermés, à la façon dont soit on trouve le moyen, la stratégie finalement pour les remettre sur le marché, leur retrouver une fonctionnalité, soit dont on va adapter parfois des centres commerciaux vieillissants pour leur retrouver, leur redonner de l'allant, leur retrouver une attractivité. C'est la multifonctionnalité qu'on voit arriver. Alors, par exemple, une des enseignes du groupe Carrefour est en train de développer dans les galeries marchandes qui n'ont plus de commerce, des installations de professionnels de santé. Alors, dans le contexte actuel, ça marche bien. Et puis, on voit la diversification des usages avec des aires de jeu et différents éléments de crèche, par exemple, dans les centres commerciaux, pour essayer d'attirer le chaland et lui trouver cette multifonctionnalité. Dans la catégorie confort d'achat,
nous sommes extrêmement attentifs aux PMR, aux personnes à mobilité réduite, des choses un peu vie quotidienne, on va dire, mais positionnement des toilettes pour qu'elles soient accessibles à tous, ou même les conditions de circulation interne au magasin. Je pense que ça nous honore de regarder y compris ces questions-là. Voilà, la variété de l'offre, c'est un des critères, donc c'est vu essentiellement sous l'angle du nombre de références, ce qui est un critère, à mon avis, assez pénalisant pour le petit commerce, parce qu'évidemment, un hypermarché aura toujours 20 000 références, là où le petit boucher en aura, je ne sais pas combien, 15 ou 50. Bon, donc c'est une vraie difficulté. C'est pour ça qu'on essaye de faire varier un peu ce critère pour l'amener à considérer les produits standardisés ou des produits plus personnalisés, le bio, et puis les filières de production locale. Ça, c'est un élément important. Et on a une décision, c'est la première de février dernier, où nous censurons un projet, notamment, ce n'est pas le seul critère, mais parce qu'il ne respecte pas les considérations de la loi au regard de la production locale et de la liste des fournisseurs, qui permet de s'assurer qu'une production locale existera. Les risques, ils sont très, très fréquemment examinés dans le cadre de l'instruction. Juste pour vous dire, le risque inondation est celui qui nous soucie le plus, avec une erreur commise par tous les porteurs de projet, qui concerne le risque inondation simplement au regard de l'implantation du bâtiment. Or, le risque inondation fait partie de cette famille des critères qui relèvent de la protection des consommateurs. Donc, c'est avant tout la protection des salariés et des clients après la survenue d'un épisode à cinétique rapide. Donc, c'est pour ça que nous regardons, nous réanalysons, pas simplement en se fiant au PPRI ou à des documents comme cela, nous réanalysons les conditions dans lesquelles la population, les clients, le public et donc les employés pourraient sortir, pourraient évacuer ou trouver un lieu refuge en cas de mouvement rapide des eaux. Voilà, je termine, bon, les 3 familles de critères sont présentées. La quatrième qu'on utilise très très peu, c'est la notion de création d'emploi, donc c'est le critère rajouté en termes de contribution du projet en matière sociale. On l'utilise très peu, même si dans le projet on nous annonce le nombre d'emplois créés. Il se trouve que, vous le savez sans doute, il y a eu des jugements des tribunaux civils montrant que le déclaratif était souvent très très loin de la réalité. Donc voilà, on s'éloigne de ce critère qui ne nous paraît pas extrêmement pertinent pour l'analyse des projets. Vous vous souvenez sans doute de cette jurisprudence qui indiquait qu'une grande enseigne nationale avait annoncé 200 salariés et un an ou un an et demi après, il n'y en avait plus que 60 ou 70, et encore une partie d'entre eux étaient des occasionnels. L'analyse d'impact, donc ça c'est la grande référence au sequential test britannique, donc apparu à l'issue de la loi Elan et qui résulte surtout du rapport que je citais tout à l'heure du CGEDD et de l'IGF. En gros, il s'agit de demander aux porteurs de projet d'examiner dans la zone dans laquelle vient s'implanter le projet les éléments liés à la vacance, liés à la situation du commerce et à la façon dont le nouveau commerce peut impacter l'existant. Alors, on confond souvent cette analyse d'impact avec l'étude d'impact du droit de l'environnement. Ce n'est pas du tout la même chose. On est vraiment dans une analyse qui, objectivement, frise quand même le test économique, même si elle se contente de décrire, mais elle constitue des éléments extrêmement importants, bien souvent pour voir l'état de dégradation des centres commerciaux. Et nous avons, dans les avis très très récents, censuré, là aussi, des projets au titre de la mauvaise qualité de l'analyse environnementale, de l'analyse d'impact, c'est moi qui commets une erreur, de l'analyse d'impact. C'est notamment un avis du 21 janvier dernier, Saint-Nicolas-les-Arras, et un deuxième avis encore plus détaillé, encore plus intéressant, qui est Etegem dans le Nord le 18 février, qui vient préciser la position de la Commission là-dessus. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui va contribuer à l'amélioration des analyses, et notamment pour répondre à une des dispositions prévues par le législateur, qui est que le porteur de projet doit démontrer qu'aucune friche, qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé. Donc ça, c'est une notion sur laquelle on travaille beaucoup, qui est de dire comment on va procéder à l'analyse de la démonstration. Donc ça n'est pas à la CNAC de démontrer, évidemment, puisque c'est au porteur de projet. Donc il doit apporter à la CNAC des éléments, normalement friche par friche, suffisamment probants
pour qu'on puisse regarder s'il a bien mené cet exercice. La notion de friche, elle est à préciser. C'est vrai qu'en droit français, elle n'est pas encore tout à fait définie et que nous ne disposons pas d'un observatoire national. Certains EPF ou certaines agences d'urbanisme ont constitué des observatoires de friche, mais ils n'existent pas au niveau national. Donc, on a un peu tendance à tout mettre dans la notion de friche, la friche agricole, donc c'est un terrain qui n'est pas cultivé, la friche industrielle ou même la friche commerciale quand un bâtiment vient d'être désaffecté depuis une année. Donc tout ça doit faire l'objet d'un nettoyage par le législateur. Nous, ce que l'on a tendance à penser, c'est que il faut effectivement que on s'implante sur une friche imperméabilisée, la friche agricole. C'est plus complexe à percevoir dans notre dispositif. On est plutôt sur des friches donc, de terrain déjà artificialisés. Et c'est une tendance intéressante de voir que les porteurs de projets s'intéressent beaucoup à ces éléments et les prennent en compte. Je vais en venir à la dernière partie très très vite. Il y a 2 slides. Les contentieux sur décision de la CNAC. Alors la Commission nationale, pour prendre l'exercice 2019, avait, on l'a vu tout à l'heure, délibéré sur 240 décisions et 90 d'entre elles ont fait l'objet de recours devant les cours administratifs d'appel, donc 37,5% de ces décisions. Le contentieux a donné lieu à 85% de confirmation par le juge des délibérations de la CNAC lorsque elle-même approuve, finalement donne une approbation par rapport au projet. Mais les confirmations sont beaucoup moins élevées en pourcentage quand il s'agit de projets qui ont été refusés, puisqu'on est à 20% de confirmation seulement. Donc le juge tend à essayer de valider une série de projets que la CNAC n'estime pas répondre aux critères de la loi. Au total, ça fait 70% des décisions qui sont confirmées. Alors, sur le contentieux, parce que je vais revenir à la slide sur le contentieux, juste parce que, parce que d'autres s'exprimeront après moi sur cet aspect-là. Je dois dire que la Commission nationale, jusqu'à présent, ne répondait pas au contentieux. C'est-à-dire que quand un contentieux arrive dans la cour administrative d'appel, nous ne présentions pas de mémoire devant la Cour, se contentant de dire finalement que les documents et la délibération suffisaient en elles-mêmes, ce qui est assez problématique me semble-t-il, et ce qui a conduit sans doute à ce taux relativement élevé d'annulation. Et depuis 2021, donc c'est très récent, ça du mois de janvier, la Commission nationale a décidé de se pourvoir en cassation dans un certain nombre de dossiers. C'est une nouveauté parce qu'elle n'en avait pas les moyens précédemment. C'est-à-dire que les moyens relèvent de la Direction générale des entreprises de Bercy et que nous n'avions pas de ligne budgétaire pour aller en cassation. Mais la très grande diversité finalement des jurisprudences des cours administratives d'appel nous conduit vraiment à solliciter le juge du Conseil d'État pour que enfin le droit soit éclairci, parce que je ne vais pas dire qu'on a autant de jurisprudence que de cours administratives, mais c'est vrai qu'elles sont très souvent divergentes. Quelques notions pour terminer. La notion de la vacance commerciale qui clairement sera à redéfinir. On a beaucoup de mal. Souvent, les porteurs de projets nous présentent la vacance commerciale dans le périmètre de commercialité qu'ils désignent et qu'ils définissent eux-mêmes. Donc tout ça n'a pas grande cohérence. Est-ce que la vacance commerciale, c'est au niveau de la commune? Mais qui la mesure? On n'a pas d'instrument pour l'instant, c'est pas normé. Donc on est sur des notions qui sont quand même très très vagues et qu'il faut pourtant examiner et prendre en compte dans le cas des décisions de la Commission nationale. L'évasion commerciale, qui est la tarte à la crème de tous les sujets et tous les dossiers, là aussi on pourrait passer des heures à en débattre. Et c'est un sujet qui dans les documents n'est pas suffisamment instruit et sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le contrôle et le suivi, ça a été rappelé tout à l'heure dans le cadre de la politique de l'État. On s'est amélioré sans doute dans le contrôle via le certificat de fin de chantier finalement, mais le suivi est encore améliorer, on va dire. Et puis, je pense que nous sommes très naïfs sur les stratégies de contournement employées par nombre d'enseignes. Donc, il faudra sans doute
que nous puissions retravailler ces questions-là. Il y en a bien d'autres que je voudrais évoquer, mais vraiment, juste pour vous les citer, la question de la logistique a été évoquée tout à l'heure, la question du rapprochement avec les autorités environnementales est également un sujet sur lequel nous nous questionnons. Par exemple, quand un projet fait l'objet d'une étude d'impact, l'étude d'impact n'est pas livrée aux membres de la CNAC, ils n'en ont pas connaissance, ce qui est quand même ce qui questionne. Et puis, élément important qui est arrivé dans une décision assez récente, il y a 3 mois, de la Commission nationale, c'est la question de la compensation sur le plan économique. C'est-à-dire, est-ce qu'une enseigne peut passer une convention pour finalement payer les indigences à la construction en périphérie et aux torts ou aux impacts de son projet en périphérie? Est-ce qu'elle peut d'une certaine manière apporter un versement à une ville qui se verrait pénalisée? Et c'est le cas du dossier de Montesson dans les Yvelines, sur lequel on a rendu une décision négative, alors même que l'Agence nationale de cohésion des territoires avait passé une convention avec le groupe Carrefour, justement pour essayer de compenser cette notion de perte d'attractivité commerciale pour le centre-ville. Voilà, pardon d'avoir été très long, mais j'espère vous avoir apporté un éclairage nouveau sur ces questions. Écoutez, merci beaucoup. Absolument, je confirme que vous nous avez apporté énormément d'informations sur cet aspect méconnu et absolument indispensable. Alors, évidemment, votre présentation suscite quand même chez moi certaines interrogations, parce que nous avions commencé notre colloque donc en disant que les critères qui devaient être retenus par les commissions étaient très liés donc aux questions au fond d'aménagement urbain, mais en vous écoutant, je mesure combien c'est le cas, c'est même considérable. Et la question que je me pose, c'est de savoir au fond, alors je ne veux pas que ma question soit considérée comme une question provocatrice ou iconoclaste, mais au fond, en quoi s'agit-il encore d'autorisation d'exploitation commerciale? N'est-ce pas la Commission n'effectue-t-elle pas, s'agissant des critères strictement liés à l'urbanisme, à l'environnement urbain, etc., au fond, le rôle que devrait faire l'autorité d'urbanisme, donc c'est-à-dire l'élu local? Est-ce qu'il ne faudrait pas réserver le rôle de la Commission pour l'examen des critères qui seraient plus économiques, ou disons qui seraient intermédiaires entre l'urbain et l'économique, ou est-ce qu'au fond, la Commission devrait continuer nécessairement à agir comme elle le fait au regard des textes, parce que si elle ne prend pas en compte l'ensemble de ces critères, au fond, sa décision serait une décision peut-être bancale, insuffisante. C'est un peu les questions que je me pose. Je vais peut-être essayer d'apporter effectivement, en tout cas, mon point de vue sur ce sujet. Je me suis longtemps interrogé en arrivant à la Commission nationale sur le rattachement de cette Commission nationale au Code de commerce. Oui. Parce que la première interrogation, elle est quand même celle-ci. Oui. On pourrait se dire, est-ce qu'elle ne devrait pas relever plutôt du Code de l'urbanisme ou du Code de l'environnement, mais quand même de moins en moins du Code de commerce? Or, tout ça a un impact sur les services instructeurs, et vous le savez sans doute, je pense que la raison de ce maintien, alors que Bercy est, je pense, assez convaincu aujourd'hui qu'il n'y a pas de raison que ça reste durablement dans le Code de commerce, c'est plutôt la gestion des services qui instruisent et toute une série de moyens qui sont affectés à cette commission, et je pense que c'est pour ça que ça reste, à l'heure actuelle, comme relevant du Code de commerce. Alors, sur la question de la place des élus dans le dispositif,
Écoutez, moi je suis très embarrassé et en même temps, je pense que la réponse est assez simple. Quand on regarde, je suis embarrassé parce que j'ai été élu et que je crois qu'il faut effectivement que l'élu soit le plus possible en capacité de façonner son territoire et de lui apporter ce qui lui manque. Mais force est de constater que notre pays, avec 35 000 communes, avec la difficulté aussi d'élus, enfin, nous les recevons tous en commission nationale, ils viennent, les maires de la commune concernée, toujours présents. On voit bien la difficulté à la fois à peser sur le choix de l'enseigne, la difficulté de l'intercommunalité à exister par rapport à la commune, à la petite commune, je devrais dire. Encore hier, en commission nationale, nous avions des projets très conséquents, moi je trouve, de 4 000, 5 000 mètres carrés, dans des communes de 600 habitants, et décrochés d'une agglomération. Donc cette capacité des enseignes à venir solliciter les maires, et le droit d'urbanisme dont disposent ceux-ci, permet de tout faire et de reconstruire une France commerciale très désorganisée, très déstructurée, alors même que la volonté du législateur était au contraire, avec le SCOT notamment, enfin avec le DAC du SCOT, d'apporter des cohérences. Le deuxième argument là-dessus, c'est que, vous le voyez, le travail de la commission est un travail ciselé, c'est-à-dire que vraiment on examine dans le détail chacun des critères, et vraiment l'appréciation in concreto nous demande un travail considérable. Dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme, on est dans un droit qui ne peut pas aller dans ces précisions-là et qui serait nécessairement plus permissif. Donc je crois que de ce point de vue-là, il faut sans doute qu'on trouve une meilleure régulation. On voit bien que les CDAC ne fonctionnent pas. Il n'y a sans doute pas assez de juristes dans les CDAC. Ça a été mon point de vue de très très longtemps. Je pense qu'il y a un peu trop d'élus à la Commission nationale. La Commission nationale a aujourd'hui cette position assez équilibrée, mais l'exercice 2020 est un peu particulier parce que les élus locaux y ont été moins présents en raison du Covid, parce qu'ils étaient plutôt sur leur territoire, que les années passées. Donc je pense que ça a désaxé un peu les décisions de la Commission nationale en faveur des hauts fonctionnaires, en quelque sorte. Bon, voilà. Mais les élus, lorsqu'ils sont présents au sein de la Commission, ont aussi ces connivences d'élus. Bon. Moi, je regarde souvent les collègues, la première chose qu'ils font lorsqu'un élu arrive, c'est quand même de regarder sur leur smartphone de quel bord politique est l'élu. Bon, enfin, c'est humain, mais voilà, ça conditionne aussi une partie de la réflexion, sans doute qu'ils mènent sur le projet. Bon. Donc je crois qu'il y a ce besoin de chercher de la neutralité, d'essayer de trouver où l'intérêt général peut être dit. Et d'une certaine manière, les commissions de régulation, avec cette composition bigarrée, me paraît être quand même une solution assez satisfaisante, même si les critères peuvent être améliorés, me semble-t-il. Après, j'ai déjà entendu et évidemment travaillé sur la question de basculer vers le PLU une partie des dispositions. Et j'ai demandé à chaque fois à mes interlocuteurs, adressez-moi s'il vous plaît un bon PLU qui me permettrait d'être convaincu du fait qu'on peut effectivement utiliser le PLU pour faire de l'aménagement commercial sans recours à une CDAC ou à une CNAC. Et pour l'instant, je n'ai reçu aucun PLU. Donc voilà, c'est ma réponse. Mais, je pense qu'elle explique bien l'embarras. Écoutez, merci beaucoup.